Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13 heures. Le journal Barakissa Ouattara. Conférence de haut niveau sur la gouvernance à Beijing, le colonel Assimi Goïta, lors de son passage à la tribune, a insisté sur les réformes profondes entreprises en vue de moderniser l'administration et de refonder l'État du Mali. La deuxième édition du Salon régional de l'emploi s'est ouverte à Caille. Elle se déroule autour du thème Insertion des jeunes dans le tissu économique, une alternative à la migration irrégulière. L'actualité sportive est dominée par les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Aigles entament la course ce vendredi contre le Mozambique ici à Bamako au stade du 26 mars à partir de 19h. Dans la chronique du développement, Soumaïla Berté revient sur les atouts des pays de l'AES vu de l'indice de l'intégration régionale en Afrique. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. FOCAC 2024, une conférence de haut niveau s'est tenue hier sur la gouvernance. Le président de la transition partage l'expérience malienne sur la question. Le chef de l'État a particulièrement insisté sur les réformes profondes entreprises en vue de moderniser l'administration et de refonder l'État. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'ouverture de FOCAC. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Beijing, Ibrahima Traoré, Adama Kamara et Sidiki Balo. Les valeurs que partagent le Mali et la Chine, notamment en matière de respect de la souveraineté et des droits humains, constituent le fondement du thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le renforcement des échanges d'expériences en matière de gouvernance. Une gouvernance véritable ne peut se réaliser que dans un cadre où les autorités et le peuple exercent pleinement leur souveraineté, sans interférence extérieure. C'est dans cet esprit de responsabilité nationale que la gouvernance au Mali est guidée par trois principes désormais inscrits dans notre Constitution, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple, la défense des intérêts du peuple. Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, et apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme et ses complices étatiques. Les récents événements survenus à Tinzawatène dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. Et cette modernisation est la conséquence naturelle et positive des réformes lorsque celles-ci sont réalisées en tenant compte, comme c'est le cas au Mali, du respect de la souveraineté, des besoins vitaux et des intérêts des populations que nous servons. C'est ainsi que des mesures importantes ont été prises dans divers domaines de la vie publique, notamment la gouvernance politique et électorale, avec la révision de la loi électorale pour adapter les mécanismes de vote aux réalités et nécessités de l'ère. La réforme de la gouvernance vise également à améliorer la gouvernance économique qui est passée par la relecture des textes relatifs aux industries extractives en vue d'une meilleure gestion de nos ressources naturelles pour le développement de nos pays et le bien-être. Je dirais même le bien-être de nos populations. Dans un autre domaine, afin de rapprocher notre administration publique des usagers, j'ai décidé de lancer un vaste programme de digitalisation de l'administration publique, en privilégiant la transparence dans les procédures, la diminution des coûts, mais surtout les droits des citoyens.
L'adoption de notre nouvelle constitution lors du référendum historique du 18 juin 2023, largement soutenu par la population, symbolise l'engagement du Mali à bâtir un État moderne et résilient et à l'écoute de son peuple. Ces réformes décisives qui marquent notre volonté profonde de refonder l'État ont été réalisées grâce à la mobilisation collective des Maliennes et des Maliens aux côtés des autorités de la transition. Cette dynamique dénote une approche inclusive et durable sur fond d'un large consensus national dans le processus de refondation. Les dites réformes, faut-il les rappeler, reposent sur la réaffirmation de la souveraineté du Mali, soutenue par l'engagement inébranlable de nos forces de défense et de sécurité qui assurent un contrôle total et efficace du territoire national. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace et l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. Et à marge des travaux du FOCAC, entrepreneurs chinois et africains se retrouvent autour de la 8e conférence qui leur est consacrée. Le Mali plaide pour un climat des affaires favorable majoritairement à l'industrialisation. Des messages portés par le ministre de l'Industrie et du Commerce ainsi que les opérateurs économiques du pays qui ont fait le déplacement. Le point avec nos envoyés spéciaux, Nyanya Aliou Traoré et Sidi Hibalo. Ce vendredi 6 septembre était consacré à la 8e conférence des entrepreneurs chinois et africains. Elle est mise sous le signe du renforcement de la confiance et de la détermination du milieu d'affaires chinois et africain à s'unir davantage pour réussir le pari du partenariat gagnant-gagnant. 4 chefs d'État africains étaient à la tribune pour saluer l'excellence des rapports de coopération sino-africaine. De leur intervention, on retient l'insistance de faire de l'industrialisation et de la digitalisation une priorité sur le continent. Moussa Alassane Diallo, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le développement économique et durable du Mali se fera avec l'industrie ou ne se fera pas. C'est par l'industrie que nous allons transformer les immenses produits agricoles que nous avons. Nous l'avons porté aux partenaires chinois. Nous ne parlons que de cela, que de l'industrialisation de notre économie, dans sa dimension agricole, dans sa dimension minière, dans sa dimension artisanale. Favoriser la construction d'une communauté des destins Chine-Afrique, consolider les acquis en termes de dynamisation du climat des affaires entre les opérateurs chinois et africains, tels sont entre autres buts de la conférence. Durant l'année écoulée, les échanges entre l'Afrique et la Chine se sont chiffrés à 284 milliards de dollars. Les perspectives s'annoncent très bonnes pour les deux parties. Ici, au FOCAC 2024, les opérateurs économiques maliens ont accueilli avec beaucoup de satisfaction les convergences de vues des présidents colonel Assimi Goïta et Xi Jinping. Selon eux, la balle est désormais dans leur camp pour jouer pleinement leur partition. Djadji Amadou Sankare, opérateur économique. La croissance de l'économie mondiale est tirée par la Chine. Il ne faudrait pas que nous restons, comme on dit, en dernière position. Il faut qu'on se positionne pour que le secteur privé malien et le secteur privé africain puissent vraiment bénéficier de cette nouvelle orientation de la politique économique chinoise. Amidou Diallo, opérateur économique. Avec cette vision, nous, entrepreneurs du Mali, on va vraiment pouvoir travailler avec les entrepreneurs chinois. Je suis très optimiste et convaincu que ça va vraiment répondre à l'attente du Mali. Le Premier ministre chinois dira que l'Afrique, avec son taux de croissance de 1,4 milliard d'habitants, a beaucoup d'atouts et une économie résiliente. Il dit croire aux Africains et à leur capacité de changer la donne. Signalons que le ministre de l'Industrie a par ailleurs eu des séances d'échange avec des sociétés chinoises évoluant dans le secteur du développement de la chaîne de valeur Beijing, Nyanya Aliou Traoré, Ibrahim Traoré, Sidiki Balo, Adama Kamara pour l'ORTM. Nous restons hors du pays. Au Sénégal, le président de la République pourrait dans les prochains jours dissoudre
Le Parlement a réclamé des comptes à des dizaines de personnes au nom de la lutte contre la corruption, selon le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette annonce a été faite devant les personnels de ses services alors que son gouvernement est menacé par une motion de censure déposée mardi par le camp de l'ancien président, toujours majoritaire à l'Assemblée nationale élue en 2022. Selon la Constitution, le président peut dissoudre l'Assemblée, mais pas avant 2 années de législature. Le président Diomaye Faye pourra passer à l'acte à partir du 12 septembre si on en croit la presse, en faisant état d'un avis du Conseil constitutionnel consulté par le président. Au Kenya, un incendie dans un dortoir de l'école primaire Hillside en Darasha a coûté la vie à 17 enfants. La Croix-Rouge kenyane a déployé des équipes sur le terrain pour fournir des services de soutien psychosocial aux élèves, aux enseignants et aux familles touchées. Le président du Kenya, William Ruto, a ordonné l'ouverture d'une enquête pour mettre la lumière sur cet incendie. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken effectue aujourd'hui une visite en République dominicaine. L'objectif est de renforcer la coopération bilatérale entre les États-Unis et ce pays qui fait frontière avec le pays de l'oncle Sam. Après un tête-à-tête avec le chef de la diplomatie américaine, va s'entretenir avec le président dominicain Luis Abinader. Anthony Blinken, hier, le secrétaire d'État américain était en Haïti pour réaffirmer l'engagement des États-Unis envers une mission multinationale, une mission qui œuvrera à combattre les gangs en Haïti et à encourager la tenue d'élections générales. Actualité nationale, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a rencontré hier les membres de la CDTM, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Il était question d'évaluer le procès verbal de négociation entre la centrale syndicale et le gouvernement. La CDTM avait 47 points de revendication sur la table du gouvernement. Le but de cette rencontre était de faire le point de la situation et d'accorder les violons pour l'apaisement du climat social. Le point avec Khadija Toukoni. La Maison du dialogue social ouvre ses portes à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM. Rappelons qu'un pacte de stabilité sociale a été signé le 25 août 2023 entre le gouvernement et les centrales syndicales. Une signature gage de stabilité sociopolitique du pays. Il s'agit maintenant de faire l'évaluation des procès-verbaux de négociation. Sur la table, 47 points sont à revoir. Cette centrale, qui n'a jamais déposé de préavis de grève, privilégie le dialogue pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Ousmane Almoudou, deuxième secrétaire général adjoint de la CDTM. D'avoir une vision commune sur les points qui ont été exécutés. On a déposé un cadre de doléance de 47 points. Nous sommes parvenus à 36 points d'accord, 7 points de désaccord, 2 points retirés. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que les points d'accord soient exécutés. Principalement, il y a des questions qui nous tiennent quand même à cœur. Ça, c'est le premier point d'ailleurs. L'augmentation de la valeur indiciaire. Ensuite, la question de la relance véritable du terrain de chemin de fer. Et ensuite, la question de la passerelle entre les deux fonctions publiques, la fonction publique de l'État et la fonction publique des collectivités. Le ministre de la fonction publique salue le consensus trouvé avec les différentes centrales syndicales grâce à ce pacte de stabilité sociale. Fassoun Koulibaly. Cette évaluation est de respect d'un engagement consigné dans le pacte de stabilité sociale. Et tous les acteurs et tous les partenaires sociaux souscrivent à cette démarche de dialogue social. Ils ont renouvelé leur engagement, effectivement, à œuvrer avec nous dans le pacte pour avoir un climat social apaisé. Et le gouvernement est engagé à respecter ces engagements. Un pays ne peut se construire que lorsque, effectivement, on est dans un climat social apaisé. Et ce climat social apaisé ne peut être obtenu que par l'engagement des partenaires sociaux. Avec la situation actuelle de notre pays, le ministre invite toutes les parties prenantes à un dialogue constructif et apaisé pour consolider et favoriser l'essor du Mali. Ouverture à Caire de la 2e édition du Salon régional de l'emploi autour du thème insertion de jeunes dans le tissu économique, une alternative à la migration irrégulière. Ces salons s'inscrivent dans le cadre du projet renforcement de la participation économique des jeunes comme alternative à la migration irrégulière dans les zones de Caille et Ségou. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara.
Selon une analyse des données collectées en 2020 par la matrice de suivi des déplacements d'ITM de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, 92% des migrants maliens interrogés indiquent des motifs économiques comme raison de leur migration. Ce projet d'une durée de 2 ans entend mettre en place un cadre pour la promotion des interventions en faveur de l'employabilité des jeunes à Caille et Ségou en vue de faire de l'emploi des jeunes une alternative à la migration irrégulière. Il est initié par l'Organisation internationale pour les migrations OIM sur financement de l'Agence italienne pour la coopération au développement. Olivier Grosjean, représentant du chef de mission de l'OIM Mali. Il est important de lutter contre les facteurs qui sont sous-jacents et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays d'origine. De même, il est crucial de créer les conditions favorables pour que les jeunes du Mali s'épanouissent et contribuent au développement du pays lorsque leur choix est de rester. Selon le représentant de la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, le choix de la région de Caille pour la tenue du salon de l'emploi des jeunes n'est pas fortuit. Tidjani Diakité, chef de cabinet du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Dans les régions comme Caille, les niveaux de compétences des jeunes sont souvent faibles, avec 82% de jeunes ayant en plus terminé l'enseignement primaire et n'ayant reçu aucune formation professionnelle. Cela rend difficile leur insertion sur le marché du travail local et les pousse à envisager la migration comme une alternative. Pendant les 2 jours du salon, les participants pourront visiter les stands de produits d'entrepreneurs caïsiens. OIF, la structure de mise en œuvre et ses partenaires prévoient également des panels de discussion, des ateliers de coaching, des séances d'intermédiation entre employeurs et demandeurs d'emploi. La cérémonie d'ouverture a été mise à profit pour remettre des attestations de reconnaissance à des personnes et structures engagées pour la réussite du projet. Kai Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. Lancement à Tombouctou d'un programme de curage de caniveaux dans les communes de Diré, Tombouctou et Goundam. Cette activité pilotée par le PAFEM et mise en œuvre par l'AMSS va permettre aux jeunes d'avoir des activités génératrices de revenus. Le coût de cette opération s'élève à plus de 160 millions de francs CFA. Idrissa Goulou Sissoko. Ce lancement des travaux TP-IMO du programme PAFEM dans la commune de Tombouctou concerne le curage des caniveaux. Ce projet impactera positivement la vie de 12 522 ménages directement et 2087 personnes, dont 70% des enfants touchés indirectement. Abouakine Assissé, maire de la commune de Tombouctou. Il s'agit là d'un programme de développement qui aide beaucoup la population de Tombouctou à assainir la ville et qui vise aussi à définir des actions dans le cadre de la consolidation de la paix. Moussa Sissé, coordinateur AMSS Tombouctou. Les premiers bénéficiaires sont les jeunes. Aujourd'hui, qui est vulnérable quand on voit Tombouctou dans sa globalité. La jeunesse, il faut vraiment la rendre active parce que derrière les travaux, il y a aussi la création des activités génératrices des jeunes. L'UNICEF est impliqué dans ce projet dans le but de renforcer la résilience des communautés touchées par le conflit au Mali. Kolo Mawa Soro, chef de zone UNICEF Tombouctou. Ce projet nous donnera l'opportunité de soutenir la réalisation de ces travaux d'intérêt public dans les 3 communes du projet, à savoir Tombouctou, Diré et Goundam. Ces travaux de curage viennent à point nommé dans la région de Tombouctou où des risques d'inondation sont perceptibles cette année. Contrôleur principal Bakoum Kanté, gouverneur de Tombouctou. Dans ces cas, j'invite la direction du projet, UNICEF et ONG AMSS à faire exécuter les actions dans le respect de l'intérêt exclusif des populations bénéficiaires à qui je demande de faire des travaux de qualité. Premier coup de pioche et remise de matériel TP-IMO aux autorités communales ont donné le coup d'envoi des travaux de curage dans la commune de Tombouctou pour 2 mois. Il faut signaler que les participants recevront un cash transfert de 120 000 francs CFA sur les 2 mois qui dureront les travaux. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Hassan Aïdara pour l'ORTM. Sport, football, Supercoupe du colonel Assimi Goïta, la 4e journée des matchs de poule a démarré hier. Sur le continent, l'actualité, c'est les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Aigles entament la course ce vendredi contre le Mozambique ici à Bamako au stade du 26 mars. Le résumé de la page sport, c'est avec Diara Konati.
Le Mali reçoit cet après-midi à 19h au stade du 26 mars le Mozambique au compte des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Cette rencontre sera la première sortie officielle du nouveau sélectionneur, le Belge Tom Saintfiet, à la tête de l'équipe nationale après seulement quelques séances d'entraînement avec les Aigles. Pour ce match contre le Mozambique, les Aigles sont privés de plusieurs joueurs cadres pour cause de blessures. Néanmoins, la sélection nationale s'est bien préparée et ambitionne de démarrer de la plus belle des manières à domicile ces éliminatoires dans le groupe I, composé également de la Guinée-Bissau qui a battu hier Eswatini 1-0. Ces éliminatoires de la CAN Maroc 2024 offrent quelques affiches intéressantes aujourd'hui, à savoir Maroc-Gabon, Côte d'Ivoire-Zambie, Égypte-Cap-Vert, Sénégal-Burkina Faso, Afrique du Sud, Ouganda et RD Congo-Guinée-Conakry. Pour rappel, lors de cette première journée, on note l'une des plus grosses surprises de cette première journée est la défaite du Ghana 1-0 contre l'Angola. La Centrafrique, de son côté, a été sans pitié du Lesotho battu 3-1. Le Congo s'est imposé 1-0 devant le Soudan du Sud. Au plan national, terminons par cette nouvelle sportive de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta qui bat son plein au compte de la 4e journée des matchs de poule. Hier, au stade de Mamadou Konaté, Bamako a été sans pitié de Tombouctou, battu 2-0. Et la deuxième rencontre a vu la victoire des Gao sur Sikasso 3-2. Le programme de cette 4e journée de la Supercoupe Assimi Goïta prend fin avec des oppositions Koulikoro Présidence et CNT Mopti. Et en raison de la retransmission en direct du match Mali-Mozambique à partir de 19h sur la radio nationale, votre journal de 19h30 sera diffusé après cette rencontre. Merci de votre compréhension et bonne chance pour les Aigles. Chronique du développement. La sortie des 3 pays de l'AES pourrait faire perdre à la CEDEAO une partie importante de son intégration productive et des infrastructures. C'est le résultat d'un rapport sur l'indice de l'intégration régionale en Afrique qui le souligne. La chronique du développement en rediffusion revient sur les atouts des pays de l'AES dans le cadre de l'indice de l'intégration régionale en Afrique. C'est avec Soumela Berti et Marc Daméli. La deuxième édition du rapport sur l'indice de l'intégration régionale en Afrique, en abrégé IRA, se prononce sur les conséquences du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Si les résultats de ce rapport montrent qu'il est important pour les deux parties de rester ensemble pour relever les défis communs de développement, le retrait des 3 pays pourrait être durement ressenti par l'ancienne organisation sous-régionale. D'abord, que faut-il comprendre par l'indice de l'intégration régionale en Afrique, IRA ? Voici les explications de Modibo Mao Makalou, économiste. L'indice pour l'intégration régionale en Afrique est une initiative de l'Union africaine d'abord, en partenariat avec la Commission pour l'Afrique des Nations Unies et aussi avec la Banque africaine de développement. Donc ces dimensions sont d'abord l'intégration commerciale, ensuite l'intégration productive, après l'intégration macroéconomique, et aussi l'intégration des infrastructures et enfin la libre circulation des personnes. Avec le retrait des pays de l'AES, la CEDEAO perd un pan important de son intégration économique. Selon les mêmes rapports, non seulement les 3 pays peuvent jouer un rôle important dans l'intégration productive eu égard à leurs ressources naturelles, uranium, or, fer, pétrole, gaz naturel, pour ne citer que ces produits, mais aussi ils ont tout à gagner dans l'intégration des infrastructures compte tenu de leur enclavement. Un manque à gagner pour la CEDEAO qui a un plan directeur sur les infrastructures pour la période 2020-2045. Une fois que la sortie est effective, la CEDEAO va se retrouver avec 12 pays au lieu de 15. Mais au sein de la CEDEAO, vous avez 420 millions de personnes. Donc c'est un marché commun de 420 millions de personnes et l'AES fait 70 millions de personnes. Donc le marché sera certainement réduit à 350 millions de personnes. Vous savez, plus vous avez un marché intérieur avec autant de consommateurs, plus évidemment les échanges vont croître et les revenus vont croître. Parce que vous savez, il y a des études qui ont indiqué qu'avec une intégration économique régionale plus poussée, cela pourrait faire augmenter
le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse nationale de la plupart des pays, de plus de 3%. Peut-être une association, en tout cas des négociations pour la sortie, parce que ça permettrait quand même aussi de sauvegarder un certain nombre d'avantages, parce que ce qui fait qu'il y a certains avantages comme la libre circulation des personnes, qui est très très importante, des biens et des services, puisse continuer. Négocier la sortie et sauvegarder les intérêts de part et d'autre, tels que la libre circulation des personnes et des biens, les atouts des pays de l'AES reposent essentiellement sur leurs ressources naturelles. Il leur revient donc de mettre en valeur ces atouts naturels pour peser dans la balance du commerce régional et international. Et ainsi s'achève cette édition présentée par Baraki Sawatara. C'est une réalisation de Adam Maïga sous la coordination de Ousmane Daou. La mise en onde est assurée par Absé Traoré, mise en ligne Sekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez surtout connectés. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.